Accueillir ici ce soir Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, selon vos titres et grades, bienvenue au lancement de cette section Aimé Césaire, la Fondation de France, la ville du Diamant, la ville de Fort-de-France, la ville du Marin et nos partenaires privés, Ruby, Anti-Guyane, Le Vert Emballage, l'hôtel Diamant-les-Bains, l'habitation Saint-James, Cadalis, DS, notre partenaire qui se trouve juste là avec les livres des auteurs en vente ce soir, la FNAC, Orange et RCI, c'est la vie. Voilà. Merci à vous. Ce soir, vous allez entendre l'adaptation théâtrale de La Lézarde d'Édouard Glissant, premier roman d'Édouard Glissant paru en 1958, prix Renaudot 1958, lecture adaptée évidemment pour une lecture théâtrale. Nous allons vous présenter également les auteurs que vous rencontrerez tout au long de la semaine jusqu'à dimanche matin. Et sans tarder, je vais laisser la parole à Monsieur le maire qui va vous accueillir mieux que moi. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Je suis, pour ma part, très heureux d'être là, évidemment. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue ici au Lamentin, et en particulier dans ce cadre magnifique des propriétés ZI. Ces jardins de Belfort sont un cadre merveilleux qui nous permettent de faire des manifestations intéressantes. Donc, bienvenue à tous. Je veux remercier tous ceux qui contribuent à la mise en œuvre de ce programme, les Écritures Caraïbes. Je suis particulièrement touché de ça parce que il y a 2 ans, nous n'avions quasiment aucune manifestation littéraire en Martinique. Et cette opportunité est arrivée, il fallait absolument que l'on soit au rendez-vous. Donc je suis très heureux pour plusieurs raisons. D'abord parce que depuis quelques années, 2 ans déjà, nous sommes en grande souffrance de manifestations culturelles, vous le savez bien. Nous souffrons de ne rien avoir, l'impossibilité d'organiser des manifestations d'art plastique, de littérature, de musique, de chant, etc. Tout ça s'est tombé à l'eau. Et je crois que le rythme de la vie martiniquaise est très affecté. Je pense que c'est aussi très important d'avoir une manifestation comme celle-là dans le contexte actuel. Vous savez que nous vivons une période un peu difficile et troublée de notre histoire et nous sommes particulièrement frappés par la somme de choses qui circulent et surtout le niveau de la réflexion. Je ne vais pas épiloguer dessus, mais vous avez tous compris que nous avons absolument besoin d'une élévation de l'esprit, nous avons besoin de lucidité, nous avons besoin d'intelligence, nous avons besoin d'éclairage, nous avons besoin de réfléchir à un autre niveau, parce que ce qui nous est proposé aujourd'hui est vraiment indigne de notre pays. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut reprendre l'activité intellectuelle, l'activité culturelle, la réflexion, l'intelligence, les mots, la parole. Il faut permettre la discussion, le dialogue. Et tout ça, ça nous manque. Donc, ces raisons-là font que cette manifestation-là est importante. Elle est importante aussi pour moi, je le dis un peu de manière égoïste, puisque j'adore lire, je suis un lecteur assidu tous les jours, et j'aime aussi le livre. Je suis un peu fétichiste du livre, j'aime le papier, j'aime le poids de l'ouvrage, j'aime la maquette, j'aime le dessin, j'aime les mots, j'aime le style. Tout ça, tous les lecteurs connaissent ces passions-là, et j'ai un plaisir égoïste à vivre une manifestation comme celle-là. Mais plus encore, je pense qu'à travers une manifestation, on peut dresser le profil de ce qui nous est permis d'espérer. Et dans ce qui nous est permis d'espérer, il y a toute la filière du livre qu'il nous faut tracer, inscrire et développer ici en Martinique et d'une manière générale qui a vocation à rayonner sur le bassin caribéen, voire latino-américain ou nord-américain. Mais nous avons la possibilité, le potentiel ici pour développer une filière du livre et créer ainsi
des perspectives, des emplois, des débouchés. Je pense que nous avons cette capacité-là et on peut le faire. Et puis je crois aussi à notre capacité à écrire, à raconter des histoires, à parler de choses, à débattre, à faire des essais. Nous avons déjà montré par ailleurs que nous avons des talents. Je suis convaincu qu'en Martinique encore, il y a beaucoup de personnes capables d'écrire, capables de dire des choses. Nous avons une histoire singulière qui doit être racontée. Nous avons un quotidien que nos écrivains peuvent exprimer. On a donc besoin de ça. On a donc besoin du mot. On a besoin de la phrase qui transporte l'émotion, qui dit l'intelligence, qui parle au sens et à l'âme. Nous avons besoin de ça et je sais que nous avons cette capacité-là. C'est pourquoi des manifestations comme celle-là doivent pousser et inciter, nous en avons déjà beaucoup discuté, doivent inciter les jeunes Martiniquais à pouvoir continuer à écrire parce que nous sommes dans une filiation. Vous savez que nous avons eu de grands écrivains, de grands auteurs. Je suis persuadé que nous en aurons encore beaucoup demain. Mais c'est à nous, il nous appartient de faire le lien, de passer le témoin et de réécrire cette histoire de l'écriture martiniquaise. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Nicolas Caro. J'ai été recruté par Victor Laszlo pour animer les rencontres d'écrivains et je vais vous les présenter ce soir autour du thème du festival qui est héritage. Et moi, j'avoue, quand Victor m'a demandé de venir, j'ai accepté avec plaisir et tout de suite, mais je n'avais pas entendu parler du thème. Je savais qui était là. Et puis, j'ai reçu le programme des rencontres et je me suis dit, mais quel rapport avec les écrivains qu'on reçoit, en fait? Il y a du blues vaudou, il y a un fait divers, il y a une guerre de sécession. Et puis, en fait, j'ai pris chacun des livres et je me suis dit, en fait, mais oui, bien sûr, l'héritage est au cœur de chacun de ces romans. Donc, je vais poser la question à chacun des écrivains ici, ce que héritage pour eux veut dire. À commencer par Marie-Josée Ali. Bah oui, bien sûr. Musicienne, romancière, non, reste assis. Qui raconte donc dans Une semaine et un jour. Vous allez comprendre pourquoi au début on peut se poser la question. C'est l'histoire de Soraya qui est dans le 18e arrondissement de Paris, recroquevillée dans une chambre miteuse d'un hôtel de passe. On ne sait pas ce qu'elle fait là. Elle non plus, manifestement, elle est perdue. Elle a des vêtements tellement sales qu'ils tiennent tout seuls. Mais tout à coup, elle se met à lire un livre qui a l'air très précieux pour elle et qui est en fait un journal intime de 1788. Et elle est de nos jours, quoi. Et donc il y a ce pont comme ça qui se crée entre le 18e et le 21e siècle. C'est là, j'imagine, où réside l'héritage dans le livre Marie-Josée Ali. Qu'est-ce que héritage veut dire pour vous? Alors, héritage, d'abord, c'est un pluriel. Moi, je suis de la Martinique, je suis caribéenne, donc j'ai des héritages multiples que je porte en moi. Alors, ou bien on arrive à faire la synthèse et l'alchimie de tout ça, et puis on arrive à être debout, ou alors on est juste KO parce que tout est en lutte et en bagarre. On a des identités qui sont multiples, on a le monde en nous, c'est pas de la prétention, c'est une réalité, des ancêtres asiatiques, bien sûr africains, des ancêtres blancs, des ancêtres hindous, et avec tout ça, on crée une nouvelle humanité. Donc ça, c'est le présupposé de départ. Je tiens ma plume avec tout ça. Et puis, alors, héritage, dans le cadre de mon roman, effectivement, nous sommes à Paris et Paris est 2 fois tétanisé, en crispation de la grande histoire. 1788, c'est l'année qui précède la Révolution française. 2015, c'est le même mois, novembre, juste après les attentats du Bataclan et Paris, que j'ai vécu, donc, est terriblement crispé autour de sa peur, de sa terreur, d'une compréhension qui n'est pas là et d'une forme de désespoir. Et la transmission se fait entre cette période crispée des Gilets jaunes de 1788 et puis la période de la terreur de l'après-Bataclan en 2015. Parce que c'est la même famille, parce que c'est l'arrière-petite-fille. On est toujours passionné par l'histoire qu'on n'a pas vécue, surtout qu'à l'époque, il y avait des représentations. On discutait dans la voiture en venant ici. Il n'y avait pas de photos. Il n'y avait pas les images, c'était des représentations qui nous permettent
lâcher nos imaginaires dans une... Alors, ma première héroïne, celle de 1788, elle vient de la Martinique, elle est arrivée dans ce Paris-là, et elle vit sa vie, et c'est vrai que elle est devenue la solution, elle donne une sorte de paix à l'héroïne Soraya de 2015, qui est dans un état de délabrement mental et physique. On comprendra pourquoi à la fin du roman, mais elle est juste dans ce Paris de la terreur d'après les attentats. Voilà mon héritage. Merci Marie-Josée. Bravo Marie-Josée. Donc c'est l'idée de la passerelle, du pont. Déjà, on précise un peu le thème, ça commence bien quand même. À la fin, sur l'héritage, on sera calé. Et alors là, les amis, il y a ce livre qu'on peut soupçonner peut-être de favoritisme, parce qu'il s'appelle Héritage, comme si tout avait été fondé autour de lui, quoi. De Miguel Bonnefoy. Donc là, on est dans le Jura, au fin du 19e siècle, à Lons-le-Saunier, et un vigneron voit ses vignes mourir, le phylloxéra a séché ses ceps, c'est une citation, et donc il part avec une vigne pour la Californie, mais en chemin il s'arrête au Chili et il fonde une nouvelle dynastie, et on suit des générations pendant un siècle en seulement 200 pages, avec le réalisme magique, avec la plume virevoltante de Miguel Bonnefoy. Miguel Bonnefoy, héritage au singulier. Tiens, pourquoi ce titre? Pourquoi au singulier? Et qu'est-ce que l'héritage pour vous? Ouais, peut-être d'abord parce que j'avais hérité de cette histoire, puisque c'est l'histoire de ma famille, un portrait d'une famille française qui, comme l'a si bien dit Nico, quitte le Jura avec un pied de vigne dans une poche pour traverser l'Atlantique, le replanter sur les flancs de la cordillère, et donc donner une sorte de renaissance, une deuxième vie à la vigne. Mais bien sûr, c'est symboliquement aussi déraciner sa propre famille pour pouvoir la replanter ailleurs et recréer une petite France à l'étranger, à 12 000 km de distance, dans un monde dont les traditions et l'idiosyncrasie n'ont absolument rien à voir, dans un monde que tout oppose, et qui pourtant porte d'une certaine manière le même héritage de ces gens qui essayent justement de faire perdurer des traditions, des coutumes, une langue, et si bien que leurs enfants qui sont nés au Chili, au moment de la Première Guerre mondiale, sentent le désir ardent de repartir de l'autre côté de l'Atlantique pour aller se battre pour un pays dont ils ignorent absolument tout, dont ils ne connaissent rien du drapeau et dont ils ne connaissent peut-être que la langue, si, mais ils ne connaissent pas le territoire. Et donc je voulais justement montrer comment, d'une certaine manière, on pouvait avoir dans son cœur plusieurs pays à l'intérieur, hériter de plusieurs choses, et d'un autre côté, de devoir choisir de temps en temps de défendre l'un ou de défendre l'autre. Mais moi, je suis très touché aussi d'avoir été invité par Victor et d'être ici dans les Caraïbes, parce que, en partie, c'est chez moi. Moi, j'ai grandi au Venezuela, je suis vénézuélien, c'est juste à côté d'ici, et j'ai vraiment l'impression que je suis à la maison. Tout à l'heure, il y avait une pluie tropicale. Bueno, ça, ce sont les madeleines de mon enfance. Et j'avais l'impression de voir le ciel se déverser sur moi avec des gouttes qui sont grosses comme des poings, comme ça, qui lavent le ciel. Et toute ma vie, j'ai vu ça. Or, il se trouve, et une femme brillante, Irène Frein, me l'a dit tout à l'heure au déjeuner, que vous avez une chance que nous n'avons pas. Il se trouve qu'elle m'a raconté en effet que le mot Martinique était issu d'une langue des Caraïbes, que ça voulait dire l'île aux iguanes. Et en entendant cette phrase, je me suis dit, quelle chance à ce peuple d'avoir hérité d'un nom qui est issu d'une langue des premiers peuples. Pour ma part, et pour mon pays, le Venezuela veut dire petite Venise. Lorsque les conquistadors espagnols, génois, français, portugais, rentrant dans des grands galions, sont arrivés par les portes de Tucupita et del Delta Macuro et ont descendu el Orinoco, ils sont tombés sur des petites maisons indigènes sur pilotis, ça leur a rappelé leur Venise, la petite Venise, la Veneziola, la Venezuela. Donc nous avons hérité d'un nom du colon et on le porte dans notre cœur. La littérature vénézuélienne et la littérature latino-américaine est une littérature qui est écrite avec la langue d'un autre et pas de la nôtre.
Et ce jeu, en effet, de métissage, ce jeu justement de ce combat qu'il y a entre les différents mots, est quelque chose qui m'avait profondément touché et que j'avais cru peut-être qu'il y avait ici, en Martinique, un même héritage qu'on croise. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on ne peut pas réellement séparer l'héritage du métissage, comme disait si bien Marie-Jo tout à l'heure. Aujourd'hui, on est en Martinique. Un livre qui a été pensé en espagnol du Chili, écrit par un Vénézuélien, publié en France, rédigé à Rome, d'un homme qui habite à Berlin et qui est en couple avec une Danoise. Cette culture, cette tradition, cet syncrétisme, cet entre-là, qui viennent aboutir finalement à un même livre qui porte le nom d'héritage, mais qui pourrait s'appeler aussi métissage. Et simplement, je trouve que c'est beau que l'art et la littérature donnent cet exemple, que dans un monde où il y a des montées d'extrémisme, dans un monde où il y a du racisme, dans un monde où il y a des patriotismes de frontières, où il y a des nationalismes, dans un monde où il y a de la xénophobie, eh bien la littérature peut peut-être montrer l'exemple parmi ses gardiens, parmi ses sentinelles, parmi ses premiers géants comme Julien Delmer, qu'il y a encore une terre d'asile où l'on peut trouver refuge. Voilà, merci beaucoup. Merci Miguel. Donc, Julien Delmer, justement, dont Miguel parlait avec Delta Blues, c'est une fresque incroyable, mais avec que des petits chapitres de 3 pages comme ça, donc on l'avale dans un rythme comme ça très musical, et justement je vais y venir. C'est une fresque où on croise le maître des carrefours avec aussi un peu de réalisme magique, d'autres personnages avec les pieds beaucoup plus dans la terre. Il y a Betty et Steve, 2 jeunes qui essayent de s'en sortir. Il y a un révérend pêcheur. Il y a tout un tas de personnages comme ça, une galaxie. À la fin, d'ailleurs, on a un index pour nous permettre de nous y retrouver aussi. Mais surtout, tout au long de cette grande fresque, il y a du blues. Et alors, j'avais rarement lu de la musique comme ça. C'est-à-dire qu'il arrive, par le papier, par les mots, à nous faire comme ça chalouper un peu en lisant. On entend le blues. Et je me disais que peut-être l'héritage pour vous passait par le blues, qui est une musique d'héritage en fait. Oui, clairement, bonsoir. Je serai sans doute beaucoup moins brillant et funambule que Miguel et Marie-Josée. Moi, je débarque de l'avion, il est 1h15 du matin. Mais j'ai plus de planteur, certes, mais je vais essayer de répondre à la question. Oui, l'héritage, c'est évidemment le blues dans le roman. Le roman se déroule dans le delta du Mississippi, donc qui est la matrice du blues. Le delta, c'est un petit triangle de terre coincé entre la rivière Yazoo et le fleuve Mississippi. On est en 1932. C'est une époque particulière puisque c'est à la fois la Prohibition, la Grande Dépression qui a eu lieu il y a en 1929, et c'est également une année historique de sécheresse qui menace l'ensemble des cultures, notamment la principale culture qui est celle du coton. Et c'est d'autant plus angoissant pour les personnages du livre que cette sécheresse leur évoque un fantôme pas si lointain, la grande inondation de 1927 qui a littéralement recouvert l'ensemble du delta et que William Faulkner évoque si bien dans Les Palmiers sauvages. Donc voilà pour le contexte, un contexte torride, menaçant. J'ai voulu vraiment dans ce livre qu'il y ait une sorte de suspense climatique, c'est-à-dire que c'est la sécheresse, la poussière saute à la gorge dès les premières pages, le soleil nous martèle et il y a une angoisse. Est-ce que la pluie va tomber? Et si elle tombe, est-ce qu'elle va se transformer en déluge? Donc l'héritage, oui, c'est le blues. Le blues, cette musique qui est fascinante puisqu'elle a été importée à travers la cale, à travers la traite, et qu'avec des instruments de fortune, le plus souvent, dans la documentation que j'ai rassemblée, je me suis rendu compte que la plupart des musiciens n'avaient pas au départ les moyens de se payer une guitare et que donc ils improvisaient des instruments à partir de cordes de fer prélevées sur des ballots de coton qui tendaient sur les parois des maisons et qu'ils entrechoquaient avec des pierres ou des pièces de monnaie. Et étrangement, miraculeusement presque, on pourrait dire, ils recréaient des rythmes qui venaient
d'au-delà de l'exil, d'au-delà de la cale, d'au-delà de la déshumanisation. Et c'est peut-être ce qui m'a le plus marqué, c'est comment l'humanité est capable de dépasser ce stade ultime où on se transforme en chose, on est un esclave, mais qu'on préserve cette part, comment dire, immarcescible de beauté, et comment les vaincus, parce que objectivement les esclaves avaient toutes vaincu, étaient capables d'apporter la beauté au monde. C'est exactement ce que dit Césaire dans ses poèmes. Il est place pour tous au rendez-vous de la conquête, et pour moi c'est ça le blues, c'est la conquête d'une dignité à travers la musique et la musique populaire. C'est ce que je peux dire de mieux ce soir. Je ferai beaucoup mieux, j'espère, demain aux prochaines rencontres. En tout cas, je suis ravi d'être ici aussi. Merci Julien Delmer. On apprend d'ailleurs que toutes les pièces de Monet ne sonnent pas pareilles sur cette guitare-là. Voilà. Alors, on accueille maintenant la reine, Irène Frein, la grande Irène Frein, secret de famille. Bonjour Irène. Bonjour. Alors là, vous allez voir, l'héritage, on se demande au début, c'est un fait divers, un crime sans importance, au seuil, je ne vous le présente pas, prix interallié l'année dernière, et c'est une enquête d'Irène Frein sur un fait divers. Et donc c'est a priori de la narrative non-fiction, donc le romancier qui enquête sur un fait divers en le racontant à la manière d'un roman. Il y en a eu d'autres, Truman Capote, Jane Ada et d'autres. Avec tout l'héritage justement et l'expérience d'Irène Frein dans l'écriture, on s'attend à quelque chose de beau. Mais l'héritage, là, il est aussi ailleurs, c'est-à-dire qu'elle enquête sur le crime de sa propre sœur. Et donc, il y a aussi l'héritage familial ici, Irène, j'imagine, qu'il faut porter. Oui, les meurtres, les crimes ont pour caractéristique qui réveillent les héritages des familles. Enfin, quelquefois, il y a des crimes pour héritage, d'ailleurs. C'est même assez fréquent. Mais tout est réveillé. Alors, donc, moi, un jour, c'est en 2018, hein, c'est encore assez frais, de fin octobre, dans ma salle de bain, je vois s'afficher sur mon portable un mail qui porte le nom de ma sœur aînée, qui est mon nom de jeune fille aussi. Il y a ça comme intitulé du mail. C'est écrit par son fils, et il m'annonce que ma sœur est décédée dans un hôpital parisien 7 semaines après avoir été agressée un samedi matin, donc en plein jour, seule chez elle, alors qu'elle confectionnait des sachets de lavande. Et donc il m'annonce que bon, elle est morte, mais moi, ce que je vois, c'est 7 semaines. C'est-à-dire que personne ne m'a appelé, personne ne m'a prévenu. Je pouvais aller la voir à l'hôpital. Je suis privée, en quelque sorte. J'apprends qu'elle se deuil, mais en même temps, je suis privée de ce qu'on fait dans une famille. Et après, en fait, ce qui va se passer, c'est que et la famille, et la police, et la justice vont me refuser, ça arrive, il y a de la preuve, toute explication sur cette histoire. Et je me retrouve en fait sous une pyramide de silence. Et comment je peux faire? Je n'ai que les mots. Pendant 1 an, je ne peux pas écrire du tout là-dessus. Je ne peux rien faire. Je ne cherche même pas à écrire. Je suis abasourdie jusqu'au moment où la colère me prend. Et je décide 2 choses, de changer d'avocat, d'écrire sur cette histoire. Donc j'appelle mon éditeur, vous voyez, j'appelle un avocat, j'appelle mon éditeur, et je décide d'aller pour comprendre quel est l'héritage de ma sœur, enfin l'héritage, son histoire en quelque sorte, qui a fait que cette petite fille née sous les bombes à Lorient, en Bretagne, en 1940, va mourir un samedi matin pour 30 € et son portable. Elle qui vit seule dans une maison. J'essaie et je n'ai pas d'autre façon de le faire qu'avec mon propre héritage, qui sont les mots, la pratique de la littérature. Je suis sur une île déserte et je lance une bouteille à la mer. Et je remets mon salut à l'héritage qui est celui en quelque sorte de Denise, parce que Denise, dans un milieu très pauvre, c'était elle qui avait introduit la culture.
Donc, mon héritage, c'est ce que Denise m'a appris. Elle était ma marraine. Elle s'était beaucoup occupée de moi. Elle m'avait fait découvrir le théâtre, le cinéma, les disques, les livres, dans un milieu extraordinairement démuni. Et je vais me servir de l'héritage de Denise pour ressusciter Denise. Alors, mon bonheur, mon grand bonheur, d'abord, outre celui d'être ici pour partager des tas de choses avec vous, en Martinique. Et je suis bretonne, alors il y a des liens avec la Martinique, hein. Il y en a beaucoup, depuis des liens de mer et de sensibilité aussi. Mon grand bonheur a été que ce livre a fait bouger la justice et que l'enquête a été rouverte. Ma sœur avait été sauvagement assassinée, elle était morte de ses blessures, mais maintenant elle n'est plus du tout classée mort naturelle. Voilà. Et là, pour moi, c'est très important parce que si un jour on prend le coupable, moi j'irai voir le procès, non pas pour réclamer de l'argent, mais pour comprendre comment lui, il est arrivé d'un point A. Il est né comme nous tous, innocent, à ce point Z qui fait qu'il a tué une femme âgée dont la vie compte, si âgée soit-elle, comme toutes celles des personnes âgées, autant que celle de n'importe qui. Et c'est ça, pour moi, j'irai essayer de comprendre quel a été son héritage qui a fait de lui un meurtrier. Voilà, c'est tout, c'est simple. Et puis, comme vous voyez, j'ai retrouvé la joie, la vraie joie. C'est l'un des plus beaux mots de la langue française. C'est un bel héritage. Merci, Majesté. Et puis donc, après la reine Irène Frein, l'impératrice Victor Laszlo, je ne vous la présente pas, ce serait idiot, mais enfin bon, je rappelle quand même éventuellement actrice, musicienne, 4 disques d'or, romancière, 5 romans je crois, et qui revient donc avec Trafiquant de colère, qui est en fait le 2e tome de sa grande fresque Les Passagers du siècle. Et alors là, il y a un double héritage justement, puisque comme c'est un 2e tome, il y a quand même l'héritage de la littérature, du roman qu'il faut porter. Et puis, il y a l'héritage de ces 2 familles dont les destins se croisent. Et vous avez même l'allégorie de l'héritage dans le livre, puisqu'il y a un arbre généalogique au début, très pratique aussi. Et donc, il y a ce double héritage, ces héritages successifs, en fait. Oui, c'est un travail que j'ai commencé, comme Nicolas l'a dit, avec Les Passagers du siècle, pour différentes raisons psychanalytiques. Mais je ne vais pas vous les exposer, hein, elles sont réservées au divan. Mais il y a un élément déclencheur qui m'a poussé à écrire ce premier texte et ce second. Une vraie anecdote qui m'est arrivée au métro Saint-Paul à Paris, où tout à coup je suis arrêtée par quelqu'un qui vend des poèmes. Je pense que c'était une vieille dame qui vendait des poèmes. Et j'étais pressée, je lui dis non, je ne peux pas. Et il y avait un homme noir à côté, et tout à coup, elle me regarde avec hargne, et elle me dit « Les Noirs et les Juifs, il faudrait tous vous brûler ». Je ne sais pas d'où c'est sorti, cette haine, mais ça m'a fait réaliser à quel point et avec quelle régularité j'ai entendu dans mon existence une mise en concurrence des mémoires liées à la traite négrière et liées aux persécutions des Juifs de l'Est. Pourquoi ce thème-là m'a intéressée depuis le début? Parce que je pense que la Martinique m'a été donnée plus tard que l'histoire de l'Europe, puisque je suis née en Bretagne, comme Irène, dans la même ville d'ailleurs, à Lorient, et nos parents, comme beaucoup de gens de cette génération-là, quand ils quittaient la Martinique, se sentaient obligés d'oublier leurs racines, et donc ne nous transmettaient rien justement en héritage. Ils essayaient de se fondre dans le paysage, ils essayaient de parler plus français que les Français, voilà. Et donc, je suis allée à l'école et j'ai rencontré beaucoup de Juifs de l'Est parce que le hasard a fait que j'étais dans un coin de la Belgique où il y avait énormément de Hongrois, de Polonais, etc. Donc cette histoire de la Shoah
et des persécutions des Juifs de l'Est m'a hantée très très jeune, jusqu'au moment où mon héritage réel m'a été donné par d'autres, par Édouard Glissant, pour ne citer que lui, mais également par des gens de ma famille et puis par mes cousins, mes cousines chez qui je venais en vacances. Et tout ça, ça a fini par faire une espèce de mélange qui cohabitait, bon an, mal an, et puis qui tout à coup, avec cette anecdote que je vous ai racontée en début d'entretien, a donné ce travail sur les mémoires conjuguées, les mémoires chahutées et les mémoires en concurrence de la Shoah et de la traite négrière. Voilà, ça c'est mon héritage, c'est comme un os que je ronge depuis un certain temps et je pense que je n'ai pas fini de le ronger. Merci. Merci Victor. Et puis last but not least, Landsweller, le cercueil de Job. Je dis jamais last but not least quand je présente des gens parce que c'est vraiment éculé, mais là je le dis exprès en anglais parce que Lance ne parle pas français et donc n'écrit pas en français. Mais incroyable, ce livre est une avant-première mondiale, c'est-à-dire qu'il le publie en français avant qu'il soit publié aux États-Unis, où il habite, du côté de Seattle. Et donc, la première version de son livre, il n'a pas pu la lire, de son livre publié. Je trouve ça incroyable. Et donc, juste, c'est un livre sur la guerre de sécession. On se dit, bon, j'en ai beaucoup lu, j'ai beaucoup vu de films aussi sur la guerre de sécession, il va falloir quand même se lever tôt pour m'intéresser. Et en fait, on n'a jamais lu ça. C'est-à-dire que c'est une double fresque avec des personnages qui se rejoignent. C'est deux esclaves en fuite et un soldat confédéré en fuite aussi qui vont finir par se rejoindre ou pas, vous verrez. Enfin bon, bref, c'est brillant. Mais sur la question de l'héritage, en fait, moi je ne le sais pas, mais je connais un peu la culture américaine. Et c'est vrai que la Civil War, la guerre de sécession, c'est leur traumatisme qui revient sans arrêt. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de livres et beaucoup de films. Et voilà un roman un peu ultime sur ce traumatisme et sur cet héritage, peut-être. Est-ce que c'est ça l'héritage qu'on peut aller chercher dans votre roman, Lance? Well, first of all, thank you very much for having me, and I apologize for being too dumb to learn French and speak to you properly. Merci de me recevoir. Pardonnez-moi d'être aussi idiot, de ne pas parler français. It's the last time you curse, hein? Years ago, I set out to write the greatest and best novel the world had ever seen. Il y a quelques années, il a décidé d'écrire la plus grande et la meilleure œuvre au monde. I failed utterly, but I ended up with a publishable novel for the first time in my life at the age of 46, and that novel was called Wilderness. Il s'est planté majestueusement, mais il a quand même fini par se retrouver avec un texte publiable, son premier texte publié, Wilderness. And Wilderness was about the American Civil War, much like Job's coffin is. And going into it, I had no real understanding of my own country's history. Ah oui, Wilderness était également un texte sur la guerre de sécession, mais au fur et à mesure qu'il écrivait, il s'est rendu compte qu'il ne savait pas grand-chose finalement de cette histoire importante de son pays. I had just a child's understanding of flashing bayonets and bright flags and brave soldiers, heroic images like that. Il avait plutôt des images héroïques de baïonnettes, de soldats confédérés, de drapeaux brandis, mais une image plutôt puérile. So I had to read a lot to educate myself. I spent 2 years reading book after book after book. Donc il a passé 2 ans à lire livre sur livre pour se nourrir de cette histoire-là. And I realized pretty quickly that even though I hadn't had a real understanding of the conflict, I was living the consequences of that conflict every day in the United States. Et il s'est rendu compte que même s'il n'avait pas une compréhension absolue de ce conflit, il le vivait chaque jour. Il en vivait les conséquences dans son pays chaque jour. I was swimming in the waters that the American Civil War had stirred up without ever feeling wet. I was breathing the air it had engendered without ever tasting smoke. And I was ashamed that I hadn't learned all of these things beforehand.
il nageait dans cette histoire sans se mouiller. Et comment dire, il inspirait l'air de cette histoire sans dégager de fumée. Et en fait, il avait littéralement honte de ne pas être plus concerné que ça. So if we look at a word like heritage, it implies something passed down, given whether it's wanted or not, whether that be an inheritance or a last name or a cultural mindset. Sorry. No, it's just... can you please say it again? I'm sorry. Looking at the word heritage, Oui, le terme héritage, a priori, c'est quelque chose qui est mort, qui est passé. so the word has a weight to it. It has a feeling of inevitability and responsibility. Donc le mot a un poids en soi, il a une notion d'inévitabilité et de responsabilité. And the more I learned about my country's own history, this pivotal time in the 19th century, the more I felt that weight, that responsibility to try my best to do it justice. Ouais, et plus il avançait dans cette histoire, plus il s'est rendu compte du poids qu'elle pesait sur lui, et plus il s'est rendu compte de la nécessité de rendre justice à son pays, à cette histoire. And so for me, writing a book like Job's Coffin means staying as true as I can to the historical fact, no matter how ugly and terrible it is, because to do otherwise would do a disservice to what's come before. Et donc écrire ce texte, le cercueil de Job, c'est donc rendre justice, mais il a voulu surtout rester le plus fidèle possible, le plus précis possible de la vraie histoire, même si cette histoire est d'une violence inouïe. The central event of Job's Coffin is a terrible massacre that happened in 1864. L'événement central de ce texte est un massacre terrible qui a eu lieu en 1864. White soldiers stormed a fort defended by black soldiers, recently emancipated, ex-slaves, only newly having the taste of freedom. And as these soldiers tried to surrender in the face of more firepower than they could handle, they were massacred. Les soldats confédérés ont attaqué un fort qui était occupé par des esclaves qui sont rentrés donc dans l'armée de l'Union, qui avait été récemment affranchis. Et lorsque ces esclaves ont voulu se rendre, ils les ont massacrés, tout simplement. There was an uproar, but unfortunately, this happened in April, and within just a few weeks, the biggest events of the American Civil War, the beginning of the end, occurred, and the public perception turned to that instead of the massacre at Fort Pillow. Oui, et c'est arrivé en avril, et quelque temps après, la fin de la guerre est arrivée. Donc ce qui est resté dans l'esprit des gens, des Américains, c'est la fin de la guerre, et pas ce massacre monstrueux qui a eu lieu quelques semaines avant. This happened in the state of Tennessee along the banks of the Mississippi River, and if you go there now to the Battlefield Park, the river itself has moved away. It's 25 miles away. Ah oui, ça se passe sur les rivières du Tennessee, et si on se rend aujourd'hui sur les champs de bataille de cette région, on se rend compte que la rivière a reculé de 20 miles. And if you ask the average American, someone who's not a Civil War enthusiast, for instance, they aren't going to know a thing about it. Et si on demande à quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de la guerre de sécession, voilà, il y a personne n'est au courant de ça. And so, in America, as troublesome symbolism keeps coming up, Confederate battle flags, statues of Confederate leaders in public places, people who fought against a government of free, equal, and liberated peoples, I became distressed. Oui, et dans cette Amérique où tous ces mouvements-là sont en train de réémerger, les idées hyper nationalistes, les drapeaux confédérés qu'on revoit surgir, l'extrême droite quelque part, il a commencé à se sentir extrêmement
en danger. And so it's against this freshened rise of hate and against the forgetting of a terrible moment that I wrote the book I did in Job's Coffin. Donc c'est vraiment par rapport à, cette période terrible qu'il était en train de vivre qu'il a voulu écrire ce roman, Le cercueil de Job. Because regardless of whether it's clean or neat or heroic or not, I feel the weight of that heritage and a responsibility to tell the best story about it that I can. Oui, parce que même si c'est violent, sale quelquefois, même si ça n'est pas, voilà, ce n'est pas joli, il s'est senti la responsabilité de raconter cette histoire de la manière la plus précise possible. Thank you. Thank you. Maintenant, merci beaucoup, mes amis, je vais essayer de ne pas me casser la figure. Je vais appeler, donc on vous retrouvera, est-ce que vous voulez bien vous asseoir dans le public? You want to sit and enjoy what's coming up? Il y a Julien Delmer qui ne veut pas. Je vais appeler sur scène Jeanne Baudry. Je vais appeler Joséliane Labonne. Carlos Stanis, venez. Ah oui, vous êtes, voilà. Carlos Stanis, Nelson Madel, voilà, Joséliane Labonne, Carlos Stanis, Nelson Madel et Jeanne Baudry. Voilà, devant la fresque magnifique réalisée par une artiste martiniquaise, une graffeuse martiniquaise, Doudou Style s'appelle, pour débuter la lecture de La Lézarde avec Julien Delmer, qui est parti. Il est allé dormir. Je vous rends ça. Voilà. Et j'appelle également Julien, qui... peut-être qu'il ne se sent pas bien. Il est là ? Il est en train d'être équipé. On lui met il est allé s'équiper, bien sûr. Désolé. Voilà. Julien. Il y a les musiciens aussi. J'avais oublié que tu devais prendre la main. Il y a les musiciens aussi. Hein? Et les tambouillés. Et maintenant, je vais appeler Xavier Zobda et Johnny Pellage au tambour. Bon, on n'a pas vraiment eu l'occasion de répéter tout ça, mais bon, on va essayer de vous donner cette lecture de La Lézarde. Voilà. Maman, la grève barre-moi. Maman, la grève barre-moi. Maman, la grève barre-moi, Monsieur Michel, par les bails des sous. Taël quitta la maison, et le soleil baignait déjà la rosée mariée au point de rouille du toit. Première chaleur du premier jour. Il marcha loin de l'allée, s'enfonça dans la boue et accompagna le soleil. Mais il s'arrêta et d'en bas fit comme un signe de connivence et d'adieu. Il lui sembla voir l'échiquier sans ordre des tôles où le soleil joue chaque jour sa partie solitaire et jamais gagnée. Alors il connut le frisson de ceux qui pleurent doucement un bonheur enfui.
Il aperçut bientôt la masse du prunier Moubin qui, à cette place, marque de jaune la limite extrême du connu. Il foulait un tapis de fruits dédaignés par l'homme et ramassant une prune, il la mangea comme par défi. Alors il entendit les chiens, sillons, mandolés, nom de légende chère à cet homme nourri de contes et de mystères. Être montagnard dans ces pays de toute montagne qu'allège toujours et de partout la tentation de la mer suppose une suprême vocation du refus. Or, tout se défait en Taël à mesure qu'il descend. Il accède à la conscience qui sépare et dénombre. « Je vous tuerai, crie-t-il vers les fantômes qu'il semble reconnaître. La terre, aux environs de l'Ambriane, est d'une épuisante beauté. Lorsqu'il s'immobilisa, apparut comme un enfantement de la vitesse et du vertige, Mathieu. Taël eut un mouvement de rage. Tout aussi vite, il se calma. Le soleil pesait, l'intrus était venu trop tôt. Taël et Mathieu débouchèrent sur la grande artère coloniale d'où le mirage de chaleur faisait lever des rivières verticales avec des courants paresseux. Alors ils tournèrent dans la direction de l'Ambriane. Sur les côtés de la route, des maisons si discrètes que l'on hésite à croire qu'elles couvrent des misères atroces et têtues. Taël ramassa une pierre et à toute volée fracassa un peu le silence. Mathieu sourit. Voyez le fromager, une femme qui repoussait avec dédain l'amour d'un paysan. Une nuit, elle passa sous cet arbre. Comme minuit sonnait, elle fut prise dans un filet invisible et lentement étouffée. On remarqua sur sa poitrine, à l'endroit du cœur, un L rouge. Le paysan s'appelait Lomé. Mon nom, c'est Taël. Et moi, Mathieu. Nous avons trop vécu de légendes et tu crois au miracle, non? Puis il sourit à la ville. L'Ambriane l'attendait. Elle avait délégué un de ses fils à sa rencontre. Un de ses fils à sa rencontre. Elle avait délégué un de ses fils à sa rencontre. Mathieu criait vers l'azur ébloui. Valérie, Valérie! Quelque temps avant l'arrivée de Taël, cette ville s'était apprêtée pour recevoir le leader politique délégué au gouvernement central. Mais la terre de l'Ambriane avait revendiqué une sorte d'autonomie. Ses habitants étaient fiers de leur nouveau représentant. Sa renommée portait déjà bien au-delà des frontières de la province. La jeunesse ne jurait que par lui. Margarita et Gilles étaient venus en premier, Mathieu ensuite, les autres ensuite, et Mycéa rétive. Le long isolement imposé par la guerre avait mûri ces jeunes gens. La politique était devenue le nouveau domaine de la dignité. Cette génération avait abandonné la naïveté crédule des anciens pour affirmer enfin que l'homme d'ici n'était qu'à sa propre semblance. Il y avait là une passion de connaissance et la rage de ceux qui savent contre ceux qui oppriment. Mathieu et ses amis avaient propagé la doctrine des libertés. Ils s'illuminaient de poètes et de toutes sortes de folies. Le miracle était qu'ils ne se trompaient guère. Ainsi pouvaient-ils confronter la misère et vouloir la combattre, sans se lamenter, avec puissance et raison. Ce matin-là, une agitation très particulière désordonnait le groupe. On avait appris qu'un officier du gouvernement avait été désigné pour étouffer les mouvements de l'Ambriane. L'homme choisi se trouvait être un ancien habitant du pays et doublement criminel. Il fallait avant tout le mettre hors d'état de nuire. Nos amis décidèrent qu'il leur revenait de museler la bête. Mathieu méditait l'action future, alors qu'une jeune femme près de lui, grande, hautaine et timide, le regardait. Valérie. Quand son ami l'emmena, il lui sembla qu'elle emportait son cœur et que lui-même s'en allait avec elle.
Bientôt, le groupe d'amis se retrouva seul, dans la fièvre et l'impatience. Ils décidèrent donc de supprimer l'officier. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous sommes trop connus. 2 hommes qui entraient dans la ville par ce matin joyeux. L'un, Taël, allait simplement. Il acceptait de ne pas savoir déjà. Ces gens ont besoin de moi, c'est sûr. L'autre, Matthieu, était seul. Il accomplissait une tâche. Voilà tout. Quand Taël aurait rempli son office, lui s'en irait. Ne parlons que de l'essentiel. Rappelez-vous que vous êtes venu de votre plein gré. Je suis venu, je veux m'instruire, servir à quelqu'un. Je sais, nous vous connaissons. Vous êtes le meilleur. Nous, Mes amis, vous verrez. qu'attendez-vous de moi? Entre eux, le temps avait passé très vite. Il suffit ainsi de quelques phrases pour que l'amitié grandisse. On entendait les herbes derrière, qui se redressaient avec des soupirs. Une jeune femme vint à leur rencontre. Missia, il connaît les vieilles légendes. Il s'intéresse au mystère. Il parle comme un prophète. Et pour finir, son nom est Taël. Ils s'amusèrent. Myséa fut très gentille. Taël s'installa chez ses nouveaux amis. Taël découvrit en Matthieu la zone innommée que chacun porte en soi. C'étaient les souffrances passées et les défaillances, ce qui fixe déjà la solitude future. Matthieu bâtissait le monument de sa désolation. Mais surtout, il observa Myséa. Elle ne semblait vivre que de passions politiques. Aucun autre lien ne l'unissait à Matthieu, comme si la lutte qu'ils avaient choisi de mener leur imposait une austérité définitive. Vivant dans la même maison, l'un et l'autre s'ignoraient avec patience. Taël observa ce jeu d'avancée et de repli par quoi venait à jour l'ébauche d'une passion sans égale. Je ne veux pas décrire. Je ne veux pas souffrir. Je veux connaître et enseigner. Alors Taël s'écria. Je veux vivre, savoir cette misère, la supporter, la combattre. Matthieu comprenait ce cri, mais il ne pouvait pas l'admettre. Puisqu'il faut tuer l'officier, Taël, puisqu'il faudra, détachons-nous. Ne craignons pas de nous tenir sur le rivage face au large et de peser notre histoire. Nous venons de l'autre côté de la mer. Rappelle-toi. Moi, je viens de la montagne. J'ai attaché mes chiens, j'ai parqué mes bêtes. Me voici. Je veux connaître ma passion. Et Matthieu sourit, mais certes, il souffrait de la même passion. Voici le lieu. Un étirement de tôle qu'avoisine familièrement la terre rouge, entre la ville et les hauteurs. Voici la route gardée par le terrible fromager. À l'opposé, la plaine inaltérable jusqu'aux blancheurs du sud. À l'ouest, la boucle tourmentée de la lézarde. Elle veut emprisonner la cité. Mais soudain, elle se reprend. Elle refuse ce gardiennage. Et vers l'est, passées les cannes sinistres, elle se perd dans son delta. Sa goulée est parcourue de courants sales. La lézarde n'a pas une belle mort. Lorsque paraît le premier soleil, surprise en son détour, elle semble là s'assoupir, guetter l'astre, jouer à la dame prudente. Puis soudain, elle bondit. C'est comme un peuple qui se lève. Elle débouche d'angle en angle et rattrape bientôt les écumes qu'elle a laissées sur ses rives. C'est une fille nue qui ne se soucie des passants sur la rive. Elle baigne dans sa promptitude éternelle et l'eau passe sur l'eau. Et bientôt, comme femme mûrie dans le plaisir et la satiété, la lézarde, croupe élargie, ventre en feu, sur les froides profondeurs de son lit, comblée, s'attarde et se repaît dans le cri du midi.
Alphonse Tigamba était l'agent de police de Lambriane. C'était leur ami. Il se demandait pourquoi Mathieu et les autres avaient accueilli ce jeune homme. Il ne pouvait en résulter qu'une longue théorie de calamité pour lui. Mais d'après ses amis, il valait 30 personnes à lui seul. Il était le soutien officiel du peuple. Mycéa, comment Mathieu l'avait-il connu? C'était autant jadis, dans les premiers balbutiements. Il l'avait en quelque sorte toujours connue. Elle avait dit « Nous sommes trop jeunes, il faut grandir, vite, vite, et que le combat commence. » Elle avait 15 ans et parlait de la sorte. Il n'aimait pas Mycéa. Au bout de la tente, il y avait eu Valérie, au milieu des mots. Mais elle était cet ennemi tellement semblable qu'il fallait bien un jour qu'entre eux passât l'éclair. En vérité, Mycéa et lui étaient trop proches, alors que l'autre était son rêve même. Le moment de se contempler en Valérie, le moment haï où elle le repousserait, non, cela, il ne le savait pas encore. Je l'ai aperçu au milieu des phrases et du bruit. Taël pensa, je croyais que tu voulais te détacher, seulement connaître et enseigner. Mathieu, soyons plus simples. Elle est pour moi. Son ignorance rejoint mon ignorance. J'attends Valérie que je ne connais pas encore. Elle m'est venue tout soudain. Avec elle, je quitterai les mots. Nous irons dans l'aveugle midi et enfin, nous brûlerons et nos cendres parleront. Je veux la connaître. Mathieu refusa aussitôt, avec une surprenante netteté. Un matin, ils allèrent enfin à la rencontre de la mer. La mer, c'est toute une politique. Juste au moment de sombrer, vous verrez, nous agripperons le monde. On coule et soudain, on est à flot. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas laisser faire. Il y avait là une barre terrible, même aux nageurs accomplis. Chacun voulait profiter de l'émerveillement de Taël. Peut-être comprendrait-il, face à l'étincellement cruel qui s'exaltait des vagues, le sens de l'ouvrage que tous lui avaient dévolu, comme au meilleur et au plus sage. Et Taël avançait à la rencontre des vagues avec une timidité franche, l'espoir de la libération, du plaisir. Il adorait en silence le bleu éternel et les autres encourageaient. Jamais on n'avait vu pareille disposition. Il était à jamais prisonnier de cette force. C'est là qu'ils lui dirent enfin, le moment est venu. Il faut supprimer cet homme. Il faut que ce soit un accident. À toi de t'arranger. Nul ne doit nous soupçonner. Ainsi, vous êtes venu me chercher pour accomplir votre ouvrage. Vous avez peur du sang qu'il faut répandre. Je suis votre ami et vous me dites, tuez cet homme. Et voilà, je le tue. Et après, un autre viendra. Et un autre. Et un autre. Il regardait Mathieu. La haine était entre eux. Va-t'en, cria Mycéa. Il faut choisir ou ce traître ou les fusils. Avec toi, à condition que nul ne puisse parler de politique, nous sommes tranquilles. Nous le tuons tous, parce qu'il le faut. Et soudain, Taël bondit. Qu'ils s'arrangent entre eux. Il reviendra. Dis doucement, Mathieu. En effet, il revenait déjà, droit sur lui. Cette femme, leur as-tu seulement parlé de cette femme? Quelle femme? Je l'aime. Comprenez-vous? Et Mycéa, aux yeux soudain sombres, avait ri dans le soleil. Mathieu était parti. Après 1 heure de marche, il était arrivé dans la vallée. À l'extrême droite de l'endroit, l'admirable maison où vivait Valérie. Il guettait, et à mesure, la maison aussi lui devenait insupportable. Cette aisance et cette quiétude. Accroupi là, Mathieu s'aveuglait de couleurs, de haine flamboyante. Il brûlait dans la nuit.
Ce soir-là, Valérie dépassa les coquelicots. Mathieu bondit. C'est ainsi qu'ils se connurent vraiment. Sauvage combat sans cri. Ils roulèrent. Elle se défendit comme un homme. On eût dit qu'elle souriait vaguement. Mathieu se laissa couler, Valérie près de lui. Et Valérie, qui n'aimait pas Mathieu et qui le savait déjà, lui sourit gaiement. Vous me plaisez bien, vous. Taël livrait sa bataille solitaire, son combat contre les ombres. Il sut qu'il acceptait. Il faut que Mycéa le sache. J'accepte. Il avait compris que cette terre qu'ils portaient en eux, il fallait la conquérir. Mais Mycéa était partie. Elle avait laissé une lettre, avait besoin de solitude. Les tamarins allaient fleurir. Elle avait suivi la route de l'ouest qui mène n'importe où. La jeune fille a du courage. Elle marche vers la lueur là-bas qui toujours recule. Elle est seule dans le frisson de la nuit. Elle trébuche s'effondre près d'une mare. C'est là qu'un homme découvre le petit âge gémissant, brisé. Il l'emporte vers sa case où la femme et les enfants se tiennent droits, attendant de pouvoir exploser de pitié et d'amour. Mycéa ouvre les yeux sur cette misère accueillante, cette propreté dans la misère qui suffoque toujours l'arrivant. Elle décide qu'elle vivra avec eux, s'ils l'acceptent. L'homme dit : Mon nom c'est Alcide Lomé. Voici ma femme, Désirée, et les enfants. Mais le fromager, crie soudain Mycéa. Elle ne veut pas renoncer à sa croyance, abdiquer le merveilleux. Il rit aux éclats, et même les enfants ont l'air de comprendre la chose. On raconte tellement d'histoires, que voulez-vous? On n'y peut rien. Seigneur, c'est bête. J'avais peur du fromager. Je me disais tout bas, Lomé, Lomé ne me fait pas de mal. Et Mycéa rit enfin. Margarita et l'agent Alphonse Tigamba étaient parfaitement immobiles. Je n'aurais pas dû venir. Raconte-moi, dit Alphonse. Il faut agir. Il y a eu toutes ces palabres mystérieuses entre Mathieu et Taël, et Mathieu a changé, comme si Taël avait déclenché tout subitement un mécanisme. Mais un fait précis, un indice. Un fait précis, non. Sauf que Mathieu a crié « J'aime Valérie, vous comprenez ?» Alphonse Tigamba ne pouvait croire. Ses oreilles lui faisaient mal. Mycéa, qu'avait dit Mycéa? Elle a ri plus sauvagement encore. Alphonse connaissait la fierté de Mycéa. Elle était partie, mais on ne savait absolument pas où elle avait pu aller. Tu ne pouvais pas le dire plus tôt, hurlait Alphonse. Oui, c'est ennuyeux, elle a disparu, mais elle ne fera pas de sottise. Tandis que Mathieu, qui ne veut pas que Taël rencontre Valérie, alors qu'il a dit « je la verrai », j'écoute jusqu'au bout. Tout cela ne m'intéresse pas. Il faut que je retrouve Mycéa tout de suite. Margarita continuait. Tant que Taël n'aura pas trouvé Valérie, on peut espérer qu'il ne rencontrera pas l'officier. Et ce qui est sûr, c'est que si Taël rencontre vraiment cet officier, il y aura des éclats. Alphonse voyait ce qu'elle voulait dire. C'était à lui de protéger Taël et Mathieu. Elle préférait tout lui dire, elle ne trahissait pas. Il était comme un frère. Taël avançait dans la direction du sud avec prudence. Il se jeta dans un chemin courant entre deux champs de cannes drues. Alors loin, dans la perspective de l'allée prisonnière, il vit grandir un pont, une silhouette, une flamme, une jeune fille à la maison en feu. Il vit venir vers lui, du fond du délire vert, Valérie. Elle s'arrêta, droite, immensément. Il sut que c'était elle. Beauté de ce chemin, soleil partagé comme un fruit à pain. Taël se retenait de parler et marchait d'un pas si régulier qu'il se sentait immobile. Valérie marchait à ses côtés. Il ne s'était rien dit.
Au détour d'un petit bois, ils se quittèrent. Elle lui tendit la main. Demain, à la même heure? C'est ainsi que leur vint cette habitude de se rencontrer dans le sentier entre les cannes, seuls. Mycéa, cependant, apprenait la vie monotone des campagnes. Lomé ni sa femme n'avaient demandé les raisons de son étrange arrivée. Elle apprenait à lire aux enfants et leur répétait « Rappelez-vous que nos ancêtres ne portaient pas de longues moustaches. » Ainsi attendait-il. Rien n'était encore. Mycéa oubliait. Valérie pensait aux montagnes. Entre Taël et Mathieu, c'était comme une nouvelle complicité. Les silences, l'attente d'un assaut sans cesse différé. De son côté, Alphonse Tigamba courait après Mycéa. Ainsi, Valérie fut-elle à une séance chez Papa Longoué, homme maître de la nuit et du temps. Et Alphonse arriva-t-il au même moment derrière la case de Lomé où il vit enfin Mycéa. Elle semblait heureuse, alors il s'en alla. « Jeune fille !» cria Papa Longoué. « Je vois des chiens, prends garde aux chiens, arrière, prends garde !» Parle-moi de tes recherches, dit Taël. L'histoire de notre peuple est à faire. C'est mon travail. Je mets à jour les archives de la ville. Nous ferons une seule énorme beauté de tout ce champ d'ignorance et de monotonie. Une fois encore, il riait avec douceur. C'était le couchant, sombre et rouge, comme un enfer qui hésite à s'ouvrir. C'était enfin la nuit, la sueur et le tremblement. Ici, un homme allait mourir. Alors, Taël remonte aux sources de la rivière. Il regrette ses chiens dressés à cerner une bête, à lui sauter à la gorge. Enivré par l'odeur de bois brûlé, il roule de branche en branche, s'arrache aux lianes tenaces, chavire. Le soleil est fruité, les arbres ruissellent, il repart gavé de fruits, les lèvres brûlantes, et il continue sa marche longtemps, car il remonte par des chemins obscurs vers la source de la rivière, où est l'homme dont la destinée a rencontré la sienne, l'homme qu'il va tuer. Maintenant, il faut travailler sur Garin. Garin, le renégat, il a tué pour de l'argent. Il avait quitté le pays. Il est revenu en vainqueur, chargé d'une mission officielle. Cet homme fruste, commande, pressure, fait payer à tout prix le prix de sa peur passée, plus dangereux que le serpent qui vient de muer. Taël s'étend dans la chapelle d'ombre et la pensée de Valérie ne le quitte pas. Elle comprendra, se dit-il. Elle est assez forte pour m'aimer malgré cela. Je l'attaquerai, il se défendra. Valérie, je ne mourrai pas, je l'aurai, le chien. Doucement, Taël s'endort. La nuit le berce, mais la forêt remue en lui. Il se dresse d'un coup, hurlant des mots de peur et de haine. La puissance des ombres est sur lui. Il file à travers une clairière, dévale une pente. Quand le premier craquement le surprend, il est déjà 6 heures. Taël bénit le jour. Il entend un murmure, un doux chanter d'eau pure. Alors, il aperçoit la maison de Garin. Taël rôde tout le jour autour d'elle. Il aménage un lit de feuilles sèches pour la nuit future. Il est tranquille, méthodique. Bizarre, cette maison a 2 étages. La porte est surélevée. Sous le marbre passe un filet d'eau qui traverse le jardin et s'échappe derrière un champ de calebassiers. Taël suit le dallage, descend lentement vers le bruit de l'eau, vers la fraîcheur. En bas, il sent autour de lui l'immense salle cernée d'une galerie. Il y a une réserve. Le centre de la pièce est vide. Immensément vide. Vide et inerte. Taël arrive en plein milieu d'où sort un ruisseau.
La source. L'origine emprisonnée de la lézarde, gardée par les murs épais. On dirait qu'elle ose à peine surgir, et la maison est comme une île, avec sa mère en son mi-temps. Je connais la source en même temps que je trouve l'homme. Il veille, acharné, parmi les bananiers, face à la maison. Tard dans la soirée, il voit s'allumer une lampe. 2 hommes. Leur voix résonne calmement. « Voyons, Garin, vous êtes un personnage maintenant. Vous pouvez ce que vous voulez. Un décret suffira. 100 mètres en profondeur sur chaque rive appartient au gouvernement. Ensuite, les terres publiques sont mises aux enchères. L'essentiel est qu'elles soient réquisitionnées. Les routes qui bordent la rivière m'appartiendront, Garin. Vous savez bien que vous le ferez, mon ami. Ne me menacez pas, monsieur, je suis quelque chose d'important. De toute façon, je n'ai pas peur de vous. Je représente la loi, et vous ne pouvez pas m'accuser sans vous accuser vous. Je le ferai à une condition. Le petit homme est à la merci de son ancien chauffeur. J'irai voir, je descendrai la rivière jusqu'à la mer. Je suis libre de libérer une terre, d'en réquisitionner une autre. Vous y trouverez votre compte tout de même. Je ne peux pas faire davantage. C'est pour cela que j'ai acheté la maison, pour la liberté, monsieur, pour commander la rivière. Bon, c'est d'accord, Garin. Bonsoir, monsieur. Je vous verrai dans 3 jours. Il n'accompagne pas le visiteur, et quand la lampe commence à faiblir, il se dresse, se dirige vers la source et y met ses 2 pieds, là, sans un frisson. Tous, tous, murmure-t-il. Il est planté dans la source, un arbre qui tente d'usurper toute fécondité de la lézarde, de salir quelque chose, la rivière, les champs, les hommes. Ainsi commence la course au long de la lézarde. Ils quittent pour toujours la fabuleuse fraîcheur de la maison. Ils descendent, reliés par un fil invisible. Taël est prudent. Il ne sait pas que l'officier Garin l'a repéré. Soufflant fortement, suant toute la vie du soleil, il tourne sans espoir dans la complicité narquoise du flot. Garin observe attentivement les rives. Sa seule passion est de faire rendre gorge. L'idée de descendre la rivière jusqu'au delta a plu à Taël. Il pense qu'il aura la force de suivre Garin. Garin, lui, ne voit pas la splendeur. Il n'a jamais travaillé la terre, mais il devine avec la sûreté ardente qui lui vient de sa haine les pièces les plus fécondes, les champs d'avenir. Il en veut à un pays qu'il a perdu. La terre, je n'en veux pas. Qu'elle crève. J'empêcherai de vendre tout ce qui est plantable. Ils se rencontrent ainsi au milieu de la rivière. L'eau court entre eux. Taël scrute le visage de celui qui a trahi. Tu veux te battre, mon fils? Non. Descendre jusqu'à la mer. Et qui dit que je vais à la mer? Avec toi, oui. Et là, je t'avertis, j'essayerai de te tuer. Taël, Mathieu, Garin, œuvres en marche, destin poussé à l'extrême du pays et tenu en exemple. Ainsi, Mathieu rencontre Valérie. C'est un de ces hasards qui forcent à croire au destin. Mathieu rit avec effort. Je sais que c'est toi, Valérie. Sors, je ne te ferai pas de mal. Elle vient, attentive. Où est-il, Mathieu? Comme ça, tu l'as vu? Oui. C'est mon meilleur ami. Il m'écoute, il me croit. Il reviendra, n'aie crainte. Il est fort. J'ai peur, Mathieu. Moi aussi, ma fille. Je t'aime, Valérie. Mensonge. Si je te disais où est Mycéa, tu courrais la rejoindre. Heureusement. Où est-elle? Chez Lomé, un homme qui vous vaut tous. Tu étais mon rêve. Assez de litanie. Je retrouverai Taël. Je serai une forte femme, mais près de lui. Si je le perds, Mathieu, s'il lui arrive quoi que ce soit, je te mange les yeux, le foie, le cœur. Taël et Garin suivent leur destin. Ils ne se parlent plus. Taël aide Garin à sortir de la boue. Garin porte Taël d'un remblai à l'autre. Le gros homme est neuf, d'une sorte de dignité.
On dirait que ces crimes passés sont lavés par l'eau qui descend. Ainsi, peu à peu, ils se rapprochent l'un de l'autre. Les gens souffrent, dit Taël. Et Garin ricane. Les gens, c'est du vent. À 5 heures, le pays apaisé les embellit d'une douce joie. La nuit s'annonce sans ostentation. Peu à peu, ils discutent de beauté paisible, d'un savoir ancien. Ils voient dans la nuit l'allée de la lézarde qui brille dans la nappe sombre. Tu es venu pour me tuer. Pourquoi? Pourquoi? Je suis venu pour te tuer parce qu'à cette époque de notre histoire, nous ne pouvons laisser grandir parmi les frères la haine du frère. Tiens, la lézarde a disparu. Elle sera là demain, au premier coq chantant. Elle est éternelle. Mathieu passe la frontière de la lézarde. Les nécessités de la campagne électorale le poussent vers des mornes reculées. Il est seul et connaît enfin son travail. Les langues sont déliées. 20 orateurs préparent le même discours. Plus le maître de maison dépose son verre, il dit « Allons les enfants, notre camarade n'est pas venu pour nous écouter, mais pour nous parler. » Le jeune homme commence. Citoyenne, citoyen, voulez-vous la liberté? Alors il faut. Et tout le développement rigoureux de l'espoir, puis il descend de la table, on l'invite à boire encore, et ainsi jusqu'en haut du morne, il entre dans les cases, trinque. Chaque discours est une cérémonie. Mathieu est fatigué. Il pense à toute cette initiation. Comme si, pour accéder à la vraie connaissance de la terre, il lui fallait passer par ce temps de la campagne électorale. Il pense que Taël est son double nocturne qu'il tâche de rejoindre, traversant ainsi le fleuve des mots. Taël et Garin se réveillent, baignant dans l'humidité. Taël, qui a longtemps vécu seul, sait que l'orage vient. La lézarde déjà frissonne des premières atteintes de la pluie. Taël et Garin sont sur le grand pont d'Ouest. La pluie barre la plaine. Ils se précipitent sous les arches. Au-dessus d'eux, la lézarde jaunit à vue d'œil. Ils ne voient pas l'orage, ils voient monter la lézarde. Taël repousse la tentation de le pousser. Il s'en sortirait peut-être. Garin dit enfin, après avoir bien réfléchi, « Voilà, il paraît que tu connais la terre, on oublie tout ça et je t'engage. Tu as la source, tu fais travailler la propriété. 10% pour toi, non, 15%, c'est une affaire. » Taël refuse. Il est pantelant à l'idée d'avoir la maison. Mais il n'oublie pas ce qu'est Garin. L'orage cesse, balayant avec les vagues de pluie l'amitié obscure et à peine consciente. La fraternité qu'ils furent malgré eux sur le point de connaître. Au milieu de la deuxième boucle, il découvre la ville. Taël contemple la grande rue sans mystère, sans profondeur. Cette ville est aussi plate qu'un labour. Garin est ironique. Tu croyais que la ville c'était un joujou ? C'est un trou. Il y a la terre, mais on ne peut pas la cultiver. Il y a les maisons, mais elles tombent sous le vent. J'ai vu le monde, je sais. Monsieur a vu le monde. Monsieur sait. Tu sais ce que tu sais ? Ton ventre seulement. Je te dis que cette ville a un charme. J'ai compris, j'ai vu tout ce qui l'entoure, j'ai vu son antre. Elle est le sac d'amour, la patience, la petitesse. Elle est l'humble beauté. Ah là là. Mais tu l'as compris quand même. Que manque-t-il à la ville ? Que manque-t-il à la mer, à la lézarde, à nous tous pour que la boucle soit achevée ? Que la terre soit à ceux qui la travaillent. Quand tu vois ça, tu comprends la lézarde. Tu as raison, tu as raison. Je voudrais qu'on descende à la mer. Ah, jeunesse. Une grande réunion politique a lieu au marché de la ville. Cette manifestation est patronnée par le Parti du Peuple, la seule organisation qui défende vraiment le pays. On dit dans tous les détails le malheur de notre peuple, sous-alimentation, salaire de famine, la canne qui dévore, l'absence de débouchés, rien, aucune lumière. Aussi bien dans la souffrance de notre peuple,
Aussi bien dans la souffrance, notre peuple a donné un nouveau contenu au mot liberté. Le pays est beau, ils ont étendu sur nos terres le manteau de la mort. Ils ont tué, voici 10 ans, le meilleur de nos défenseurs, le plus capable de nos frères. Aujourd'hui, le peuple se réveille, mais il n'y a plus de miracle. Il n'y aura plus que la vigilance et le combat. Mathieu siffle et s'amuse. Les élections approchent et il faut croire que l'affaire ne se présente pas mal. Il cherche Mycéa. Il est lourd d'une allégresse terrible. C'est l'espace d'amour, si proche et si lointain, qui fait corps avec lui et ensemble l'appelle tel un aimant. Mycéa. La jeune fille s'arrête. Mathieu est devant elle. Mathieu. Mathieu prend Mycéa dans ses bras. Ce qui court entre eux, c'est plus que la grâce aiguë du désir. Plus que l'assurance de 2 arbres qui auraient joint leurs racines. C'est le charroi de toute la sève. C'est le cri même de la racine. J'étais fou. C'est tout cela. Tu sais que je suis assez faible. Cette lutte m'épuise. Je bois trop. Je suis toujours fiévreux. Embrasse-moi. Je croirais que tu fais un rapport. Je fais un rapport. À l'autorité supérieure. Moi? Toi. Embrasse-moi. Nous devons redescendre, Mycéa. Où tu vas, je vais. Et Valérie ne voit rien de discernable dans la masse des montagnes au-dessus d'elle. Pourrais-je vivre là-dedans? Car c'est sûr, il voudra remonter avec tout ce silence qui est en lui. Celui qui découvre la mer a soudain un goût de pain noir dans la bouche. Taël et Garin, depuis longtemps, ont deviné la mer. Ils en ont respiré le lourd parfum quand ils ont longé les marécages. Ils ont traversé le bras du marigot dont l'eau pure et glacée ne se rattache qu'à l'étendue chaude et salée. Ils rôdent, complices, derrière l'écran de cocotiers. Ici meurt le fleuve, dans les boues et l'odeur fétide. Garin s'attarde au dernier geste de la lézarde. Il goûte l'eau. Elle est encore douce. Toute la courbe du rivage a avalé la lézarde. Garin jubile. On ne pourra jamais récupérer cette terre. C'est fini. Plus rien. Depuis la maison jusqu'au sable. Les belles routes qui vont passer. C'est moi, Garin, l'homme qui fait les routes. Plus loin, Taël observe. Grave, lent. Il préférerait l'océan pour ce travail. Le rugissement conviendrait ici. Le sable est comme une trahison. Il faudrait le corps tourmenté des falaises. Enfin, il marche vers l'eau. Prenons une barque, dit l'officier. J'ai toujours eu envie de passer cette barre. Sais-tu nager? Oui, et vous? Comme ça, comme ça. Allons. Ils choisissent une barque, balancent l'embarcation sur la première vague. Taël est à l'arrière. Garin rame. Alors un autre homme apparaît sur la plage et les observe de loin. Garin l'insulte. Le fleuve a joué, c'est autour de la mer. La lézarde, la mer, une histoire inévitable. Maintenant, tu as perdu la rivière. Tu ne pourras plus voler, terroriser, tuer. Je connais tes plans, Garin. J'ai entendu ce soir-là dans la maison. Avant que tu aies pu bouger, j'aurais annoncé la nouvelle. Tu n'oseras jamais. Non seulement voleur, mais espion. Renonce, Garin. En vérité, renonce. Je croyais que tu voulais me tuer, mais vous ne l'aurez pas, votre terre, votre pourriture de terre. Elle est là, dans ma poche, mise en morceaux, débitée. Qui a dit que je n'oserais pas? Toi, regarde, la barre. Le mur violet des eaux et cette barque sur le rempart, tout ce silence dans l'âme et la mer qui dans sa balance prend la vie de l'un et la mort de l'autre. Garin crie. Il veut passer la barre, il nargue la mer, injurie la mort et boute haut les rames vers le ciel au moment où la barque, sur sa plus fragile pointe, déjà se dresse vers le large. Alors Taël se jette sur Garin. Tu l'as voulu, tu l'as voulu. L'aïeul contre la mer et Taël contre Garin. Seule l'écume gagne quand la mer livre combat. L'eau les sépare enfin. Garin se bat contre l'ivresse bleue, mais il n'est déjà plus qu'ivresse. Taël nage. Il ne sait pas que la mer a vaincu Garin
Il nage dans l'air, dans le désespoir et la haine, et la pitié et les larmes. Il roule dans son propre corps et sent qu'il va mourir. Il se traîne, insultant et pleurant. Alors il voit l'homme au-dessus de lui qui ne bouge pas, une main tendue vers le large. Où bientôt Garin disparaît dans l'écume. Voilà, je suis désolée, mais c'est un petit peu plus long, mais il est déjà 21h. Donc, nous allons interrompre la lecture ici, malheureusement. J'aurais voulu vous présenter tout ça ce soir. Il y avait encore un petit quart d'heure, mais sinon on va être pris de court. Vous ne pourrez pas apprécier le reste de la soirée. Et on a la chance d'avoir Mère Beauroy avec nous ce soir, d'avoir un délicieux buffet qui nous attend. Donc, j'espère avoir l'occasion de vous présenter la totalité de cette adaptation un jour prochain. Merci beaucoup. Bravo les Cambouillés. Merci, merci.